cadre de ce 19h30. Et comme annoncé au sommet de ce journal, parlons politique avec cette rencontre avortée entre les partisans du MRC et leur leader, le professeur Maurice Kamto. C'était le 8 juin dernier dans la ville de Douala, capitale économique du pays. Une rencontre qui a d'ailleurs avorté suite à l'interdiction des forces de maintien de l'ordre, une situation qui pousse la classe politique à s'insurger car estime-t-elle cela étant comme des abus. Reportage signé Gisèle Dao et Éric Elougou. Le 8 juin, au quartier d'Eido à Douala, le professeur Maurice Kamto n'a pas finalement pu rencontrer les militants et sympathisants de son parti politique, le MRC. Bien que la foule était importante, les autorités compétentes déployées en grand nombre sur les lieux n'ont pas hésité à empêcher Kamto de rencontrer ses militants. La classe politique s'insurge face à cette situation qui relève de l'abus de pouvoir. J'ai lu les journaux comme vous aussi. Et il y en a qui ont parlé de séquestration, il y en a qui peuvent parler de confinement, il y en a qui, dans tous les cas, quel que soit le mot qu'on va utiliser, Maurice Kamto a été privé de sa liberté. Et c'est à ce niveau que je m'insurge contre l'administration parce qu'ils sont en violation du droit à la liberté de circuler, la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de réunion. Maurice Kamto a annoncé qu'il devait rencontrer ses militants dans son siège. Il a ce droit et il doit jouir de ce droit. Selon les experts, il n'y a pas vraiment équilibre politique et juridique, une géométrie variable qui laisse entrevoir le sillage du favoritisme lorsqu'il s'agit du système en place. En réalité, c'est un motif qu'ils aiment bien utiliser lorsqu'ils voient les intérêts du RDPC pris en mal. Et on dit, lorsqu'on est le père de la nation, lorsqu'on est la tête, on doit briller par l'exemple. Voyez-vous, la campagne n'a pas encore commencé officiellement, mais nous avons vu tous ces dernières semaines, tous ces derniers mois, le parti au pouvoir, RDPC, qui a organisé des meetings par-ci, par-là. Aucune autorisation ne leur a été refusée. Dans la même lancée, d'aucuns pensent que cette décision d'empêcher Kamto de rencontrer les militants de son parti est une absurdité totale. C'est tout simplement une honte, un recul pour les libertés fondamentales. C'est tout simplement une honte pour notre démocratie qui malheureusement est rentrée 50 ans, voire 100 ans en arrière. Je pense pour ma part que l'administration aurait gagné à laisser Maurice Kamto rencontrer ses militants. Plus loin encore, les experts de l'opposition renchérissent en exhortant le professeur Kamto à faire preuve de discrétion car l'objectif majeur est l'alternance au pouvoir et le fauteuil présidentiel. Au lieu que le professeur Maurice Kamto soit en train de faire le bras de fer avec l'administration, il devrait plutôt consacrer ses énergies, de même que nous autres, les autres leaders politiques des partis dits de l'opposition, pour que, ensemble, nous parvenions au résultat selon lequel il est temps, l'heure à sonner pour que nous renversions le RDPC, pour que nous prenions le fauteuil présidentiel et par la suite que nous ayons la majorité à l'Assemblée nationale pour voter dans les bonnes lois et qu'une fois à la tête de ce pays, que nous soyons dans des exemples. Ainsi, la présidentielle 2025 s'annonce rythmée de par son caractère rocambolesque. Entre coups politiques et instances juridiques, les partis sont prêts à tout pour se repositionner au même rang et conquérir les cœurs des potentiels électeurs. Des formations et des tables rondes sur l'économie sociale et solidaire se sont tenues ce lundi 9 juin 2025 du côté du quartier Loncat dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé avec pour but de consolider et de trouver des solutions efficaces à l'économie solidaire et sociale dans le pays. Et parmi les différents prenant part, il se trouve notre reporter Joël Akumba qui signe ce reportage. L'économie sociale et solidaire fait débat à Yaoundé. Si le Cameroun se bat depuis des décennies afin d'être prospère sur le plan économique, il faut dire que la maîtrise des notions est essentielle avant toute autre chose.
L'économie sociale, c'est quoi? L'économie sociale, comme je vous disais, elle s'oppose à l'économie capitaliste qui est simplement de mettre le bien-être de l'homme au centre. Le bien-être de l'homme au centre des préoccupations. Parce que l'économie capitaliste, c'est quoi? C'est le profit. Ils se sont donc donné rendez-vous ici. Experts, chefs d'entreprise et profanes de l'économie. Il faut agir ensemble pour un Cameroun inclusif et durable. Pour cette tête bien faite et bien pleine, ce séminaire de formation et de table ronde a pour but de placer l'humain au centre du développement économique. Pour ce qui est des études d'impact social, il faut également tenir compte des réalités du territoire. Comment conduire une étude d'impact social tout en humanisant l'expérience, mais aussi en valorisant toutes les différentes perspectives et les visions du monde qu'on peut trouver sur le terrain. Pour le Cameroun, les experts s'accordent à dire que la jeunesse constitue un atout majeur pour booster l'économie. Premièrement, la jeunesse est représentative de la génération de connaissances. Okay? On peut avoir toutes les ressources que vous voulez dans une nation. On pourrait avoir de l'or, de l'argent, du pétrole, des diamants, des plantes, peu importe. Mais ça, il y a une limite. Par contre, la connaissance est un moteur réel de génération de nouvelles connaissances et pourtant des richesses qui se traduisent par la suite en des transformations des productions, en des transformations des arts, de la culture qui vont aider à une nation comme le Cameroun ou d'autres à aller plus vite et plus rapide. Alors, les femmes sont essentielles. Bien plus que des conférences, ces formations constituent une plateforme d'échange, voire d'engagement collectif, le foisonnement d'idées et la prise en compte des forces du territoire. Justement, dans l'objectif de l'autonomisation de l'économie sociale, la femme joue un rôle capital. Les femmes sont parfois plus fortes que nous pour se tenir fortes, pour aller dans la production. Même dans l'ancienneté, les femmes attendaient à que les hommes revenaient d'une certaine chasse et gérer correctement les territoires. Donc l'économie sociale étant territoriale, les femmes sont fondamentales pour pouvoir créer des entreprises ou des situations économiques à profit. Venus d'un peu partout dans le monde, les descendants des Africains se disent prêts à apporter leur contribution au développement économique de l'Afrique. Cynthia Marriott, consultante en stratégie de développement et d'innovation. J'ai toujours pensé qu'il y a des ponts qui peuvent exister entre diaspora, afrodescendants, communauté africaine en tant que telle. Donc, c'est de prendre ces savoirs-là qui viennent de l'occidentaux, qui ne veulent pas faire des ravages sur le continent à plusieurs égards, mais c'est de reposséder cette information-là dans l'optique de rehausser la communauté africaine sur tous ses abords, je pense. Nous, ces enfants d'Afrique-là, comment on peut collaborer avec notre continent mère, chez nous, et comment on peut participer dans le développement du continent et aussi travailler aussi sur le partenariat nord-sud pour que ça soit interprété d'une autre façon aussi, que ça soit inclusif et équitable. Ces rencontres sur l'économie sociale et solidaire se tiennent à Yaoundé jusqu'au 13 juin prochain. Parlons à présent de toute autre chose dans ces 19h30. L'alliance, ce petit anneau de métal qui symbolise l'union entre deux personnes, est traditionnellement porté sur l'annulaire gauche. Pourtant, de plus en plus aujourd'hui, son nombre s'est marié, qui ne la porte plus du tout au quotidien. Un choix qui intrigue et qui divise parfois, dites-vous, Rosie Chomb. Dans les rues de Yaoundé, les avis sont partagés. Certains voient en l'alliance un symbole sacré, d'autres un simple bijou. Dans une société où la fidélité conjugale est encore fortement valorisée, ceux qui enlèvent leur anneau, même occasionnellement, sont parfois perçus comme infidèles. Moi, je me dis que certains maris ne portent pas leur alliance parce qu'ils sont infidèles. Puisque certaines femmes n'aiment pas sortir avec les hommes qui sont déjà mariés. Bon, pour les femmes conscientes, parce qu'il y a celles qui aiment bien ça. Donc, l'homme, quand peut-être qu'il va faire une conquête et tout, il préfère parfois enlever pour montrer à la femme qu'il n'est pas marié, il n'a pas d'engagement et tout. Bon, moi, je me dis que si il ne porte pas cette alliance-là, c'est un signe d'infidélité, en fait. Il en est de même. Ici, dehors, quand tu as l'alliance et tu ne peux plus l'aborder, elle te dit non, elle ne veut plus parce qu'elle ne peut pas sortir avec un homme marié. Moi, je me dis que c'est pour ça que certaines personnes enlèvent leur alliance. Certaines contraintes pratiques peuvent aussi justifier le non-port de l'alliance. Entre profession manuelle, activités sportives ou impératifs médicaux, les raisons varient. Moi, je fais d'abord le chant. Si je porte, ça va me déranger et
Je suis un cultivateur, je veux enlever et déposer à la maison, mais je resterai fidèle à ma femme. Cependant, la négligence reste l'une des raisons principales des pertes d'alliance. Certains oublient simplement de la remettre après l'avoir retirée. Selon moi, je vois que c'est la négligence. Parce que quand on dit, les femmes disent qu'il y a les travaux durs. Quand tu fais tes travaux durs, dès que tu finis là, tu te laves, tu es propre, tu pars encore où? Tu reprends ton alliance, tu remets. Mais il y a parfois qu'on dépose, après on dit que c'est perdu, on cherche, on ne trouve même pas. Ça, moi, je trouve que c'est la négligence. Aujourd'hui, les raisons de ne pas porter son alliance sont multiples. Pratiques professionnelles, confort personnel, goût esthétique ou même conviction personnelle. Ce n'est plus l'objet en lui-même qui garantit la fidélité ou l'amour. Et comme annoncé au sommet de ce journal, parlons éducation avec le début des épreuves écrites du probatoire de l'enseignement secondaire général qui ont débuté ce lundi 9 juin 2025 et pendant que ces épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national, le phénomène de fuite des épreuves bat son plein au Cameroun pendant cette année 2025. L'eau communément appelée coule dans pratiquement tous les centres d'examen, une situation assez inquiétante devant laquelle les syndicats des enseignants proposent des pistes de solutions. Et c'est dans ce reportage que signe pour nous David Zo. Le phénomène de fuite d'épreuves aux examens officiels gangrène de plus en plus le système éducatif camerounais depuis 3 ans. L'Office du baccalauréat du Cameroun est l'institution qui enregistre le taux de fraude le plus élevé au pays. Face à cette situation, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC, dans un communiqué, condamne cette attitude qui devient récurrente. Lorsque le COREC sort, c'est pour, non seulement pour les parents, pour l'avenir du Cameroun, mais beaucoup plus pour l'image du Cameroun à l'international. On ne peut pas tolérer que nous ayons des diplômes au rabais. Et c'est véritablement ce qui amène le COREC à faire la sortie. Vous avez vu le communiqué du COREC où il est demandé non seulement de reprendre les épreuves soupçonnées ou alors querellées, mais aussi de mener des enquêtes sûres et que chacun rende compte. Pour limiter ces fuites d'épreuves et redonner au système éducatif camerounais ses lettres de noblesse, le COREC propose la démission des responsables actuels de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Pour qu'on arrive à sélectionner une épreuve, c'est tout un processus. Et nous souhaitons qu'on revienne à cette éthique, à cette déontologie pour qu'il n'y ait plus la fuite des épreuves. Nous pensons que c'est une histoire simple, aussi simple que bonjour, qu'on redonne la chose aux méritants, à ceux qui sont capables. Et je sais qu'il y en a des Camerounais dignes, très dignes même d'ailleurs. L'eau, comme communément appelée, ce phénomène qui discrédite la valeur des diplômes camerounais doit plus que jamais préoccuper les pouvoirs publics. Et en attendant justement de stopper ce phénomène de fuite des épreuves aux examens officiels du côté du lycée bilingue de Menganga dans le département du Mbéré, donc dans la région de l'Adamawa, Cameroun, ils sont près de 950 candidats qui ont pris part aux épreuves écrites du probatoire de l'enseignement secondaire général. Retrouvons sur place notre correspondant Léon Baloum pour plus de détails. Coup d'envoi des épreuves du probatoire de l'enseignement général, c'est 9 juin 2025 au lycée bilingue de Menganga. Le tout dans une atmosphère sereine et studieuse. Avec 918 candidats inscrits, l'établissement accueille des élèves déterminés à franchir cette étape cruciale de leur parcours scolaire. Dès les premières heures de la matinée, une effervescence palpable règne aux alentours des salles d'examen. Après les formalités d'usage, les candidats prennent place, prêts à en découdre avec les premières épreuves. Si l'ambiance est globalement positive, on a tout de même enregistré 5 absences toutes masculines dont les raisons ne sont pas communiquées. Après le lancement de la première épreuve, nous nous retrouvons avec 5 absents. 5 absents qui se présentent ainsi. Filles, 0 absent. Et garçons, 5 absents. Le déroulement de cette première journée se fait dans d'excellentes conditions. Aucune perturbation majeure n'est signalée, témoignant d'une organisation rigoureuse et d'un
calme appréciable. À la sortie des salles, les visages sont majoritairement souriants. Oui, ça a quand même été, parce que on a d'abord eu le temps de beaucoup apprendre et bon, ça peut quand même aller puisque le début, on a quand même composé et c'était pas quand même trop dur en tant que tel. Ces sentiments généraux de satisfaction et de confiance augurent d'une suite promoteuse. Les jeunes bacheliers en devenir affichent un positivisme contagieux prêt à relever les défis des jours à venir. Le probatoire général se poursuit et tous les regards sont tournés vers la réussite de ces 193 candidats présents. Bonne chance à tous ces candidats. Parlons à présent de cette journée mondiale des archives célébrée le 9 juin de chaque année. Le Cameroun se joint donc au reste du monde pour commémorer cette journée mondiale des archives. Une belle occasion également pour présenter le rôle des archives ainsi que le travail des archivistes. La pertinence de cette journée, c'est dans ce reportage que signe pour nous Brenda Sa. Ce 9 juin, le Cameroun se joint au reste du monde pour commémorer la Journée internationale des archives. Créée en 2008, la Journée internationale des archives met en lumière l'importance des archives qui représentent une source d'information et un patrimoine culturel pour notre société. L'importance de l'archivage, la classification des différents types de documents et aussi la gouvernance de l'information sont mis en lumière durant cette journée. Tout d'abord, archiver permet une organisation de faciliter la recherche des documents de la part des collaborateurs. Un document classé de manière adéquate permet d'être retrouvé plus facilement qu'un document qui serait archivé sans aucune règle de classement. De plus, archiver permet d'éviter les doublons et donc de réduire l'espace d'archivage. À l'occasion de cette journée, plusieurs entités organisent des événements pour valoriser les archivages et le travail de ces professionnels. Cette journée est aussi l'occasion de remercier toutes les personnes qui s'engagent à faciliter nos recherches et nos échanges d'informations. Il faut dire à votre suite, Brenda Sa, qu'à l'occasion de la Journée mondiale des archives qui se célèbre ce 9 juin 2025, le Conseil international des archives souhaite mettre un accent majeur sur le rôle crucial que jouent les archives dans la préservation des données en rapport avec le numérique qui constitue une plateforme incontournable. Dans ce reportage de David Roger Bala, on en saura un peu plus. Et pour toutes, c'est le thème qui sous-tend la Semaine internationale des archives, édition 2025, qui se tient du 9 au 13 juin. Mettre en lumière le rôle essentiel de l'accessibilité dans la transformation numérique des archives et leur capacité à atteindre un public mondial reste le leitmotiv du Conseil international des archives. Alors que les archives évoluent à l'ère du numérique, la capacité à offrir un accès accru aux contenus archivistiques devient plus cruciale que jamais. Le thème de cette année, si évocateur, célèbre les façons dont les archives du monde adoptent de nouvelles technologies pour ouvrir leur collection, facilitant ainsi l'accès de tous à l'information, à l'histoire, à la culture et aux connaissances. Qu'il s'agisse de plateformes numériques, d'interfaces utilisateurs améliorées ou de techniques novatrices de préservation, l'objectif est de garantir la disponibilité, l'indépendance sur le plan de la localisation géographique ou la limitation physique des archives. Une belle manière de mettre en œuvre des projets de numérisation aux archives en ligne. Et nous voici à l'étranger. Au Gabon, les habitants d'un quartier inondable manifestent contre les déguerpissements. Et puis au Sénégal, on note le premier symposium des architectes africains à Dakar. Et enfin, au Rwanda, le pays annonce quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les détails de toutes ces informations sont contenus dans cette mouture que signe pour nous Carnel Nguepi. Au Gabon, les habitants de quelques quartiers de Libreville sont dans les pleurs et les lamentations. Pour cause, l'État a lancé depuis le jeudi 6 juin une vigoureuse opération de déguerpissement et de démolition des maisons construites
dans des zones où seront érigées une cité administrative et un boulevard surnommé boulevard de transition. Plusieurs familles sont à la belle étoile et la colère continue de monter. Repenser les villes africaines pour un développement durable, c'est l'objectif de ce premier symposium des architectes africains tenu au Sénégal. Pendant 3 jours, les architectes se sont réunis pour réfléchir sur un plan d'urbanisation propre aux réalités du continent. Au sorti de ce symposium, les architectes ont produit un mémorandum commun, une déclaration de Dakar, qui veut, entre autres, corriger la ségrégation spatiale héritée de la colonisation, réaffirmer l'importance d'utiliser les solutions et connaissances architecturales adaptées au continent, mais aussi encourager les États à adopter des normes de construction durable. Le Rwanda annonce quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Cette décision est prise après le 26e sommet de l'organisation le samedi 7 juin à Malabo. Cette décision est motivée par la volonté des chefs d'État de la CEEAC de prolonger d'une année supplémentaire la présidence de la Guinée équatoriale sur fond de tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kigali dénonce le fait de n'avoir pas pu assurer la présidence tournante et déplore l'instrumentalisation de la CEEAC par la République démocratique du Congo et certains membres. Parlons sport à présent au bas de cette session d'information avec du football. Les Lions indomptables du Cameroun sont prêts à redescendre dans l'arène dans le cadre du deuxième match comptant pour le tournoi amical qui se déroule en terre marocaine. Et en face, le Cameroun affronte le Zalang national de la Guinée équatoriale. À quelques minutes seulement du coup d'envoi de cette rencontre, prenons les dernières nouvelles de la tanière avec Michel Matip-Henry. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent ce lundi 9 juin 2025 le Zalang national de Guinée équatoriale à l'annexe 1 du grand stade de Marrakech au Maroc. C'est dans le cadre de la deuxième journée de l'Africa Week. Après sa victoire 3-0 face à l'Ouganda, en ouverture le 6 juin dernier, Marc Brice et son équipe redescendent dans la tanière dès 21h. Le travail de dimanche a consisté pour le staff technique à asseoir la cohésion dans le jeu en phase offensive et également en situation défensive à travers une mini-opposition entre le 11 probable qui va débuter la rencontre et les remplaçants. Pour ce rendez-vous, 4 forfaits sont enregistrés. Ignatius Ganago avec une permission du sélectionneur pour rentrer en club et soigner sa cuisse droite endolorie. Faye Collins n'est pas encore remis de son mal derrière la cuisse. Martin Botrel Atemungendier et James Eto, dont les échographies ont relevé des liaisons musculaires à la cuisse. Boris Eno a écourté l'entraînement après une gêne à la cheville gauche, mais sa participation au match n'est cependant pas exclue. La rencontre de ce soir est un autre test pour les joueurs présents dans la tanière. Après la copie présentée face à l'Ouganda, les joueurs veulent confirmer. On attend encore la titularisation des joueurs locaux. Ils ont montré une bonne image lors du précédent duel. Cette 9e opposition de l'histoire entre les deux voisins de la sous-région Afrique centrale promet des étincelles. Coup d'envoi de cette rencontre lorsqu'il sera 21h00. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Bien le bonsoir à tous et à toutes.